Diobass Info TV, nam di wax ak Diobass. Comme Moussa Ndiaye vient de le dire tout à l'heure par rapport à la liberté, moi je pense que parler de la liberté, je vais partir de la société primitive à l'état primitif. Quand on parle d'une société primitive, vous allez un peu me pardonner, je vais un peu l'expliquer en wolof. Société primitive, c'est une société, il y a un chef qui est en haut. Et c'est une société, le chef, il est là comme garant de la liberté des autres. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette société? Si vous faites l'anthropologie, voilà, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans cette société? Ce qui se passe, c'est que dans la société, le chef est choisi, mais le chef qui est choisi fait partie des plus pauvres de la société. Pourquoi? Pourquoi on choisit le plus pauvre? Par exemple, si nous on amène tout à la concession du chef. Arrivé à la maison du chef, on dépose tout là-bas. Et le chef était chargé de distribuer. Et après la distribution du butin, tu verras peut-être un faïen qui viendra dire que chef, man aouma. Et la part du chef, le chef prend sa part pour donner à celui qui est venu réclamer sa part. Vous comprenez? Donc, la liberté du chef s'arrête là où commence la liberté des gens qu'il est en train de gouverner. Madame, mon balamoui libre, il faut que ñeneen ñi mu gouverner nekk ci jàmm ba pare. Et c'est ce que Jean-Jacques Rousseau nous explique dans son ouvrage du contrat social. Il nous dit, pour être libre d'abord, il faut obéir à la loi que nous sommes prescrites. Parce que dans l'ouvrage du contrat social, Jean-Jacques Rousseau nous dit, le contrat qui nous lie, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous tous. Ce ne sont pas des règles ni des lois qui ont été préétablies, mais ce sont des lois que nous, entre nous avons dit que nous allons marcher par rapport à ces lois. Volontairement, oui, merci Moussa Ndiaye. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour être libre, il faut obéir à ces lois. Par exemple, je prends l'exemple. Quand je dis que je vais porter un habit blanc, Moussa Ndiaye me dit que si tu portes un habit blanc, peut-être je ne pourrai pas voir par rapport parce que j'ai des problèmes de vision. Je suis obligé de changer mon habillement parce qu'on doit respecter l'autre. Et il a dit, d'habitude, on vous fait croire qu'à une loi, nul n'est tenu d'obéir. Moussa Ndiaye l'a dit tout à l'heure. C'est là que vous allez comprendre que malgré que Dofbi, il n'est pas conscient, mais il a ses droits. Et le droit d'autrui, on se doit de le respecter. Et si lui, Dofbo, vous souvenez, et c'est pas pour rien, d'habitude j'ai l'habitude de vous le dire. Et parfois il y a un élève qui m'a dit que tu aimes trop cette citation. Quand Jean-Jacques Rousseau nous dit l'impulsion d'une seule appétit, esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Manam man suma démé bay bëgg dara rek té ko diko xagn ñeneen ñi rek mangi nek lo jaamu lo xamné manko tek. Et le mot jam en wolof, ça signifie beaucoup de choses. Mais si quand je marche comme l'a été prescrit, et c'est très important. Parce que être libre dans cette société, Thérèse Philomène, vous pouvez me répéter la question de Thérèse Philomène, s'il vous plaît? Elle dit la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Thérèse Philomène, je vais commencer par chez toi. N'obéir à personne. Avant d'aller à l'école d'abord. On commence par chez toi. Je ne dirai pas tes parents ni autre chose. Je dirai ton plus petit frère. Il y a un mode d'habillement qui le porte. Il te jette un regard, tu te sentiras mal à l'aise. Et dès l'instant que même s'il ne te dit rien, tu te sens mal à l'aise, là tu n'es plus libre.
L'obéissance n'est pas toujours les lois, mais le regard que jette autrui, quand ce regard a un impact sur notre personnalité, quand ce regard a un impact sur notre comportement, là nous ne sommes plus libres. Voilà. Jean-Paul Sartre nous le dit, j'allais y venir, le regard de l'autre m'empêche d'être libre. Vous voyez, autre chose, quand par exemple, je me dis que j'ai envie de me défouler, il fait chaud, beaucoup de gens ont envie de se déshabiller, faites-le. Personne ne vous dira allez vous rhabiller, mais vous allez vous rhabiller sans que personne ne vous dise allez vous rhabiller, parce que le regard que jette l'autre sur vous. Il y a une autre question, l'avant-dernière question avant Thérèse. C'était la question de qui encore? La question de Jacques Aïdessène. Zanaïda, oui. Il dit que dans le contrat social, est-ce que l'homme parvient-il à un certain obstacle de nuire à ses conservations? L'homme parvient-il à un certain obstacle de nuire à ses conservations? Jeanne, je vais te renvoyer tout justement aux dialectiques du maître et de l'esclave. Quand on parle du dialectique du maître et de l'esclave, qu'est-ce que l'homme en tant que tel? Qui est le maître, qui est esclave? Nuire à ses conservations, oui, c'est bien possible, parce que l'homme à un moment donné, l'esclave devient lui-même maître de la nature. Mais cette maîtrise que l'esclave a sur la nature n'est pas une maîtrise réelle, mais c'est une maîtrise psychologique. Il devient maître de son maître du côté psychologique. Et quand le maître devient esclave, c'est l'esclave lui-même qui conçoit son maître comme esclave, parce que pour lui, finalement, c'est le maître qui dépend de lui. Donc, Jean-Jacques Rousseau nous explique qu'à un moment donné dans le contrat social, nous-mêmes, nous réservons notre droit d'être libres pour permettre aux autres d'être libres eux-mêmes. Parce que être libre ne veut pas dire faire ce que je veux. J'ai l'habitude de dire que la définition de la liberté en tant que toute, c'est la liberté, c'est tout ce qui nous permet de faire tout ce que l'on veut. Cette définition est une définition, je peux dire, obsolète, parce qu'elle n'existe nulle part. Être libre d'abord, c'est jeter un regard vers l'autre, obéir à l'autre, accepter l'autre, parce que l'homme vit en société, l'homme ne peut pas vivre égaré. Si vous vivez égaré, vous avez l'exemple de l'enfant Victor de l'Aveyron, les enfants sauvages. Si vous voulez vivre égaré, vous allez vivre dans un monde où vraiment il n'y aura pas ce qu'on va appeler l'humanité. Et quand on parle de liberté, on parle de liberté humaine. Une liberté humaine autant pour moi. Et libre, l'humain. L'homme seul peut ne pas être libre. Mais dès l'instant que tu vis en société, tu es libre parce qu'il y a tes semblables qui sont là. Et je vais m'arrêter pour vous dire que les autres nous rendent libres parce qu'il y a un dicton wolof qui dit Nit ay garabam, l'homme est le remède de l'homme. Donc dès l'instant que l'autrui est là, nous sommes libres. Je vous remercie. Je vais parler directement de l'universalité de la beauté. Parce que pour moi, la conception du beau est quelque chose de très important. Parce que tout à l'heure, il a dit ce qui est beau, c'est ce qui plaît à tout le monde. Et je pense que cette chose n'est qu'une chose intelligible en fait, une chose qui dépasse notre entendement. Je me souviens en 2016, le sujet du bac c'était peut-on dire de l'art qui dépasse la raison? L'art, la création artistique dépasse-t-elle la raison? C'était le sujet du bac 2016. Et voilà, on voyait que beaucoup d'élèves ne parvenaient pas à maîtriser la question parce que pour eux, il n'était pas question d'intelligibilité, mais il était tout justement question de conscience, inconscience par rapport à l'art. Mais je vais le dire, tout à l'heure Moussa Ndiaye l'a dit, elle peut être belle pour moi et ne pas l'être pour Moussa Ndiaye. Et Senghor l'a dit, la femme africaine est une point d'interrogation alors que la femme européenne
est une pointe d'exclamation. Ce qui veut dire que man li ma neex mën na bañ a neex keneen. Et tu verras un Africain qui te dira que moi je veux avoir une femme européenne et un Européen qui te dira moi je veux avoir une femme africaine. Mais tout ça c'est dans l'universalité de la beauté parce que pour nous ce qui est beau ça doit être universel. Nous tous nous devons nous rapporter à cette source intelligible, la beauté dans l'au-delà. Et c'est ce que Platon dans Hippias Majeur nous dit. Quand il posait la question à Hippias, qu'est-ce que le beau? Hippias lui dit, c'est une belle jeune fille vierge. Et après, à cette réponse, Platon lui dit, mais si elle n'est plus jeune, si elle n'est plus vierge, est-ce qu'elle restera belle? Il lui repose la question, il lui donne une autre réponse, ainsi de suite. Il y avait 3 réponses, voire 4. Et je pense que toutes ces réponses ne se rapportaient pas à l'idée de beauté, parce que l'idée de beauté est intelligible. Donc quand on parle de beau, c'est ce qui sera et qui restera belle. Par exemple, quand vous prenez une chose qui est belle, par exemple, la terre est belle, les cieux sont beaux, ça restera. Ngeen dem ngeen ñëw les nuages, ngeen dem ñëw seen morom dem ñëw, on trouvera que c'est beau, c'est belle et on laissera ça ici. Mais prenez une jeune fille ou bien un beau garçon, les beaux gosses comme mon ami là, vous dites qu'il est beau, attendons qu'il soit vieux, est-ce qu'il restera toujours beau? Voilà, donc l'idée de la beauté, c'est une conception personnelle en fait, une conception personnelle, mais une conception universelle que nous tous nous devons accepter par rapport à notre entendement. Dire qu'il est beau ou bien elle est belle, c'est accepter que voilà, l'autre aussi dit qu'il est belle. Sinon, si on ne peut pas accepter ça, il faut accepter ce qu'on va dire, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. On peut en discuter, mais on ne peut pas en disputer parce que à chacun sa conception de la beauté. Merci beaucoup. Diobass Info TV, nam dox ak Diobass.